Rebonjour, Maud pour la chaîne Livre sur ordonnance. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie du livre de David Servan-Schreiber, Guérir le stress, l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse. Donc j'ai fait pour vous le résumé du livre. Nous avons vu les 4 premiers chapitres dans la vidéo précédente. Si jamais vous l'avez manqué, le lien se trouvera en bas dans la description. Et on va donc reprendre au chapitre 5, l'EMDR. L'EMDR, c'est une technique qui permet de résoudre des gros traumatismes que l'on n'aurait pas réussi à digérer. Alors, qu'est-ce qu'un gros traumatisme ou un petit traumatisme? Là, je ne peux pas répondre à la question. Dans tous les cas, la vie, elle est faite de multiples petits traumatismes. On peut très bien se fâcher avec son mari, sa femme ou son voisin. Ça va nous contrarier, peut-être qu'on va mal dormir. Mais globalement, en quelques jours, c'est digéré. Quand il se passe quelque chose de plus grave, un décès, un divorce, là, ça va être quelques semaines plus compliquées, mais il y a des mécanismes d'auto-guérison qu'on appelle le travail de deuil ou la résilience chez Boris Cyrulnik. Donc ce système adaptatif de traitement de l'information, il est efficace, il permet de résoudre la majorité de nos, j'aime pas le mot, petits traumatismes. Par contre, pour les gros, il arrive que le traitement de l'information, justement, soit complètement submergé, que l'information reste bloquée et que la personne se retrouve, comme on l'a vu dans la première vidéo, 30 ans après un traumatisme, à le revivre, mais comme si ça s'était passé la veille, en fait. Elle sait très bien qu'il y a 30 ans qui se sont écoulés, mais le moindre son, le moindre, je sais pas, une odeur, une date, quelque chose qui lui refait penser, qui réactive son cerveau émotionnel, et elle va ressentir exactement la même douleur. Alors qu'elle se dira, mais c'est pas normal, mais je voudrais m'en libérer. Et non, ça ne se produit pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Et c'est en ça que l'EMDR peut vraiment aider, puisque c'est en fait un retraitement de l'information par les mouvements des yeux. Ils sont partis du principe que, vous savez, quand on rêve la nuit, le rêve, il permet en fait de digérer tout ce qu'on a vécu dans la journée, d'aller classer les dossiers, on va dire. Et si vous regardez quelqu'un dormir, on se rend compte que quand il est en phase de rêve, en fait, sous les paupières, on voit les yeux bouger à toute vitesse. Et l'EMDR s'est basé là-dessus et s'est dit, tiens, ce qui se passe pendant le sommeil, il y a un traitement de l'information de la journée avec le mouvement des yeux, donc on va essayer d'obtenir la même chose en faisant en fait en sorte que la personne face à son thérapeute, son psychiatre, reparle du traumatisme, tout en bougeant en fait ses yeux de gauche à droite. Après, là je vous le fais en vite fait, mais reproduire ce mouvement des yeux va permettre de retraiter l'information. Et parfois, juste en une séance, il arrive que les personnes soient complètement guéries, en fait, se disent, mais comment j'ai pu, pendant toutes ces années, être encore là-dedans? Hop, ça finit en fait le travail de digestion. Ça active complètement le processus, les capacités d'auto-guérison qu'on a. Et là, ça vous paraît peut-être complètement saugrenu, complètement délirant comme idée, mais ça aussi, ça a été démontré scientifiquement. Donc pourquoi ne pas essayer? Et si c'est valable pour les plus gros traumatismes de guerre, enfin bref, on ne va pas partir dans les choses horribles, ça peut être valable aussi pour des traumatismes un peu plus petits, encore une fois avec plein de guillemets, comme pour reprendre mon exemple de la voiture et de l'autoroute. En tout cas, c'est à tester. Donc, chapitre 7. On revient à quelque chose d'à peine plus léger. La lumière. Le chapitre 7 s'appelle L'énergie de la lumière, régler son horloge biologique. On sait que la lumière, elle influence complètement notre humeur et notre énergie. Souvent, l'été, on a beaucoup plus d'énergie. Donc, c'est que la lumière a une action sur notre cerveau émotionnel. Et l'hiver, la lumière artificielle dans toutes les pièces, là, elle est quand même 5 fois moins importante, 5 fois moins intense. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, enfin en tout cas, il y a 10% de dépression saisonnière dans la population, chez la population qui habite au-dessus du 40e parallèle. C'est en fait, si on traçait un train entre New York et Madrid, 10% des gens qui habitent au-dessus, l'hiver, sont en dépression saisonnière. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de douleur morale, mais ils vont avoir tous les symptômes de la dépression. Humeur triste, fatigue, perte d'appétit, trouble du sommeil, perte d'intérêt, perte de plaisir pour ce qu'ils aimaient faire avant. Ils sont vraiment mal. Et c'est pour ça qu'a été inventée la thérapie par la lumière. On place ces gens une demi-heure par jour devant une lampe qui est 20 fois supérieure à une lampe artificielle. Ça résout ces problèmes de dépression saisonnière. Et depuis, ils ont amélioré la technique.
en utilisant des simulateurs d'aube. Ça a l'air génial. Je vais m'en acheter un après cette vidéo. C'est un petit appareil que vous branchez sur la lampe de chevet et qui va simuler le lever du jour, le lever du soleil en fait. Simuler l'aube. Par exemple, si vous devez vous lever à 7 heures, eh bien à 6h15, vous avez programmé votre petit simulateur d'aube. Et là, la lumière de votre chambre va tout doucement s'allumer progressivement jusqu'à ce qu'à 7 heures, on soit au maximum de l'intensité lumineuse. Comme ça, votre cerveau, à travers les paupières closes du sommeil, il va détecter le changement, il va se dire, tiens, le jour est là. Et il va mettre en place la transition entre la phase de sommeil et la phase d'éveil. Donc, par exemple, il va clôturer l'épisode des rêves, il va sécréter plein d'hormones pour augmenter la température, enfin bref, pour tout mettre en place pour que vous soyez naturellement réveillé. Ça va faire une différence énorme pour les gens qui souffrent de dépression saisonnière, mais aussi pour tout le monde. La qualité du sommeil sera bien meilleure, plus d'énergie dans la journée, plus de repos, plus de concentration. Franchement, ça vaut le coup d'y tester. Je pense qu'en termes de qualité de vie, même si on n'est pas dépressif, ça peut apporter un sacré confort. Chapitre 8. Je saute d'un sujet à un autre. Vous avez l'habitude si vous avez déjà suivi mon premier livre. Le chapitre 8 s'appelle Le contrôle du ki. L'acupuncture manipule directement le cerveau émotionnel. Alors l'acupuncture, tout le monde connaît le principe de se faire planter des petites aiguilles sur le corps en différents points bien précis, des petites aiguilles fines comme un cheveu, hein, c'est pas... Voilà, ça permet en fait de rééquilibrer l'énergie et de rééquilibrer la relation entre les différents organes. Alors les aiguilles ne sont pas plantées au hasard, comme je vous le disais, c'est sur des méridiens énergétiques qui ont été décrits depuis déjà 2500 ans et qui n'ont rien à voir avec le trajet de nos vaisseaux sanguins ou le trajet de nos vaisseaux lymphatiques. Rien à voir. Voilà. Donc depuis 1978, même l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a reconnu que c'était une technique efficace. Il y a eu plein d'études de fait dans le stress, l'anxiété, la dépression. Ça fonctionne. À essayer, si vous le souhaitez. Donc parce que pour la médecine traditionnelle chinoise, en fait, les symptômes de la dépression, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau physique, ce que je veux dire, c'est émotionnel, par exemple la tristesse, les humeurs, la tristesse. Symptômes physiques, ça sera par exemple d'avoir très très mal au dos, de prendre du poids, etc. Dans ce cas-là, la médecine chinoise considère que c'est dû à un déséquilibre en fait de la circulation de l'énergie. Et elle propose donc l'acupuncture, comme je viens de vous le dire, mais pas seulement. Il y a aussi la nutrition et les plantes et la méditation. Trois priorités, on va dire. Donc voilà pour l'acupuncture. Ensuite, chapitre suivant qui parle des oméga 3. Alors, il s'appelle La révolution des oméga 3, comment nourrir le cerveau émotionnel. On sait maintenant que la nutrition joue un rôle vraiment essentiel dans le contrôle du stress, de l'anxiété et de la dépression. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est consommer plus d'acides gras essentiels. C'est quoi les acides gras essentiels? C'est des acides gras que notre corps ne peut pas fabriquer lui-même, donc on est obligé de les apporter par l'alimentation. Ce sont les oméga 3 et les oméga 6. Sauf que, il y a toujours un sauf, c'est pénible mais c'est comme ça. À la base, il faudrait qu'en termes d'équilibre, quand on mange un oméga 3, on mange un oméga 6. Et c'est ce que faisaient les hommes préhistoriques, on va dire. Nous, maintenant, c'est devenu complètement délirant entre ce dont notre cerveau a besoin et ce dont on le nourrit. On devait être sur un rapport donc de 1 pour 1, comme je vous l'ai dit, un oméga 3 pour un oméga 6. Là, actuellement, chez ceux qui s'alimentent très très bien, on va dire, on est sur un oméga 3 pour 10 oméga 6, mais le rapport, il va jusqu'à 1 oméga 3 pour 2000 oméga 6. Et là où ça fait mal, c'est que les oméga 6, ils sont vraiment pro-inflammatoires. Et l'inflammation, on sait maintenant que dans la dépression, elle a un rôle majeur. Donc en gros, si vous mangez trop d'oméga 6, pas assez d'oméga 3, ça entretient complètement le mécanisme de la dépression. Ce qui fait qu'en mangeant plus d'oméga 3, vous pouvez améliorer largement les symptômes de la dépression. Il y a d'ailleurs des études qui ont été faites vraiment j'allais dire de charger en oméga 3, d'augmenter énormément la consommation d'oméga 3 chez des personnes déprimées qui étaient résistantes au traitement. Ça a permis vraiment de stabiliser leur humeur. Donc ça fonctionne. Alors, où est-ce qu'on trouve ces fameux oméga 3, vous allez me demander?
On les trouve dans le plancton et les algues. Et vous allez me dire, mais Maud, je ne suis pas un poisson. Moi non plus, mais si vous mangez le poisson qui a mangé son plancton et ses algues, vous allez manger des oméga 3. Alors, les poissons, privilégiez les petits poissons qui sont en bout de chaîne alimentaire, donc ils ont quand même moins de polluants. Privilégiez les petits poissons d'eau froide, parce que vu qu'ils ont froid, ils ont plus de graisse, donc plus d'oméga 3. Ça veut dire sardines, anchois, mais des anchois pas en filet, des anchois en entier. Maquereau, tous les poissons gras, en fait, petits poissons gras. L'huile de colza, les noix, les graines de lin, et déjà ça, adieu dépression, et stress et anxiété. Chapitre 10, Prozac ou Adidas. C'est un petit peu provoque comme titre de chapitre, mais c'est parce qu'en fait, l'auteur se base sur une étude qui a été faite qui comparait pendant 4 mois un groupe de patients sous traitement antidépresseur, c'était du Zoloft, par rapport à un groupe de patients qui faisaient uniquement de l'activité physique. 4 mois. Les résultats, à 4 mois, il n'y a pas de différence. Ça veut dire que l'activité physique a été aussi efficace que l'antidépresseur, en mieux toléré. Et à 1 an, ceux qui ont eu le médicament, ils sont un tiers à avoir rechuté. Ça veut dire quand même 33% de rechute. Et ceux qui étaient dans le groupe activité physique sont 92% à se sentir bien. Ça veut dire 8% de rechute. 8 par rapport à 33. Voilà, tout est dit. On sait que l'activité physique est efficace contre le stress, contre l'anxiété, et que quand vous êtes en train de faire un sport, une activité physique, forcément, ça va stopper le flot d'idées noires, de la culpabilité et le pessimisme qu'on peut ressentir quand on est en dépression. Alors une erreur à pas faire, c'est la grande erreur des débutants, c'est allez hop, je me mets à courir, on veut courir super loin, super vite, super trop, et on se décourage. Donc il ne faut pas partir dans ce principe-là. Il faut persévérer dans un effort qui va nous maintenir à la limite de nos capacités, mais il ne faut pas les dépasser, nos capacités. Donc si dans un premier temps, vous n'êtes pas capable de courir, c'est pas grave. Vous marchez le plus vite possible, à la limite de vos capacités. Et pour pouvoir identifier le rythme, justement, il faut que vous puissiez continuer à parler, mais que vous soyez incapable de chanter. Ça donne une bonne indication. Après, donc l'auteur vous parle de 20 minutes 3 fois par semaine. Pareil, 20 minutes super important, 3 fois par semaine super important. La distance que vous allez parcourir et la vitesse, c'est beaucoup moins important. Tenez-vous par contre aux 20 minutes 3 fois par semaine. Les sports collectifs sont bien parce que forcément, il y a le groupe derrière qui vous pousse, qui vous stimulera. Et si possible, un sport ludique, parce que si vous aimez et que ça vous amuse, vous aurez envie de continuer. Donc c'est parti, on choisit Adidas plutôt que Prozac. Chapitre 11, l'amour est un besoin physiologique, au même titre que l'oxygène et la nourriture. Je vais vous parler d'une histoire triste, enfin triste et belle. C'était dans un hôpital à Boston, si ma mémoire est bonne, un service de très grands prématurés. Donc l'objectif, c'était de les sauver, alors qu'ils pesaient des poids. Et donc des protocoles très stricts avaient été mis en place pour faire en sorte de préserver leur vie et qui excluaient le fait de les sortir de la couveuse en fait. Sauf qu'ils se rendaient compte qu'ils arrivaient à sauver les bébés, mais qu'ils ne grandissaient plus en fait, que la croissance des bébés stagnait. Donc ils ont essayé de tourner ça dans tous les sens en se disant mais c'est pas normal. Sauf qu'un jour, c'était vraiment un gros service hospitalier, donc dans une des ailes du service, ils se sont rendus compte qu'il y avait des bébés qui grandissaient, des prématurés. Donc ils ont tout analysé en se disant mais comment c'est possible que juste cette pouponnière-là grandisse, il se passe un truc. Enfin, et après avoir tout décortiqué, c'était toujours les mêmes protocoles, il y a une infirmière qui a finalement qui s'est confiée et qui a dit qu'elle supportait absolument plus d'entendre les bébés pleurer tout le temps. Ça la prenait aux tripes. Donc elle passait sa main dans les couveuses, juste pour leur caresser le dos, pour les apaiser. Et voilà, tout est dit. Ils retrouvaient la croissance. Donc c'est juste pour vous expliquer que l'amour, le contact chaleureux, c'est vraiment un besoin primordial et que si on arrive à apporter suffisamment de liens empathiques et de réponses aux besoins émotionnels de nos enfants, ça va faire des adultes qui auront un système parasympathique, donc le frein, beaucoup plus fort,
ils auront une meilleure cohérence cardiaque et donc meilleure résistance au stress, à l'anxiété, à la dépression. Sur ce, pour la fin des chapitres, parce qu'on en est au chapitre 11, il en reste quelques-uns, je vous propose qu'on se retrouve dans une troisième partie. Je vais m'arrêter là maintenant. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. On se retrouve dès que vous aurez cliqué sur le lien qui se trouve dans la description pour accéder à la troisième vidéo du livre de David Servan-Schreiber, Guérir le stress, l'anxiété, la dépression sans médicaments ni psychanalyse. Merci, à tout de suite.